Aujourd'hui, on va choisir ensemble le réseau social sur lequel vous devriez aller si vous créez un blog et que vous voulez le promouvoir. Globalement, ce que vous verrez, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque réseau social a ses particularités et ça va vraiment dépendre de vous et de votre situation. Je vais détailler tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour info, si vous voulez aller plus loin dans le blogging et le business en ligne de manière générale, j'ai créé un atelier gratuit par email de 7 jours, ou peut-être 9, je ne sais plus. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, soit dans le lien qui est dans la description, ou sinon à l'adresse web businessbacon.fr/web. Et également, tant que j'y pense, je débute. Si jamais vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre une bonne note, un j'aime, 5 étoiles, ça dépend sur la plateforme sur laquelle vous me suivez. Ça m'aide beaucoup et ça me permet de dire aux algorithmes que c'est sympa ce que je fais. Le premier élément que vous devriez même avoir en tête quand vous choisissez un réseau social, c'est de voir les endroits où votre concurrence est. Donc, vos blogs concurrents, où ils peuvent être par exemple très présents sur YouTube, et du coup, vous, ce ne serait pas stratégique d'aller sur YouTube. Ou alors, vous pourriez y aller, mais en faisant un format différent. Mais il faut bien avoir en tête ce que fait la concurrence. Notez que si jamais vous avez un blog sur peu importe le sujet et qui a c'est pas un concurrent dans le sens c'est pas un autre blog mais c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube très présente, vous pouvez le compter comme un concurrent aussi. C'est-à-dire que s'il y a un compte très fort sur un réseau social dans la même thématique que vous, comptez ça comme un concurrent. Ensuite, comme je vous le disais, si jamais il y a des concurrents qui sont déjà présents, et il y en aura toujours quelques-uns, le but c'est qu'il n'y en ait pas trop, euh, vous pouvez aussi vous diversifier sur le format. L'idée, c'est que par exemple, si je prends l'exemple, enfin, on va rester sur YouTube dans pas mal des exemples parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Sur YouTube, il peut y avoir beaucoup de vidéos qui sont de type interview. Et à ce moment-là, peut-être ne faites pas des interviews. Ou alors il y a beaucoup de vidéos un peu d'analyse. Et à ce moment-là, peut-être faites autre chose. Vous faites vraiment, essayez d'aller sur un réseau social où il n'y a pas trop de concurrence. Et si possible, trouvez un moyen de vous démarquer si jamais vous y allez et qu'il y a déjà du monde. Deuxième élément à avoir en tête quand vous choisissez un réseau social, c'est la durée de vie des posts. Ce que j'appelle durée de vie des posts, c'est la durée pendant laquelle l'algorithme de recommandation qui est propre à chaque réseau social va mettre en avant votre post auprès de vos abonnés, de votre audience, ça dépend du réseau. Généralement, en fait, ils sont quasiment tout le temps de moins de 24 heures, c'est durée de vie des posts, sauf sur YouTube, Pinterest et légèrement LinkedIn. Il y a probablement Quora aussi qui est là-dedans, mais sinon tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok et je sais pas quoi d'autre, eux, ils ont des durées de vie de poste très courtes. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous êtes sur Instagram, vous publiez une image, elle va être mise en avant pendant 24 heures seulement, même enfin moins de 24 heures du coup, auprès de votre audience, et que si jamais vous voulez apparaître toujours dans le fil d'actualité de vos abonnés pour être toujours, qu'on pense toujours à vous, il va falloir en faire des posts tous les jours. Et c'est un rythme qui est quand même assez chaud à tenir. À l'inverse, sur YouTube, alors de mémoire, c'est 3 semaines. Ça veut dire que pendant 3 semaines, YouTube va potentiellement faire des tests sur votre vidéo, la présenter à des gens, tout ça. Globalement, que ce soit sur YouTube ou autre, si une vidéo, si un post, si un réel, il marche bien, vous allez être mis en avant tout le temps. Enfin, tant qu'il marche. Vous allez être poussé par l'algorithme tout le temps. C'est une moyenne, mais tant qu'à faire, autant viser la moyenne qui marche bien. Je parlais de YouTube. Si jamais votre vidéo YouTube fait un flop, il va pas vous mettre en avant pendant 3 semaines. Par contre, si votre vidéo c'est un carton, il va vous mettre en avant pendant des années. J'ai certaines de mes vidéos qui sont toujours mises en avant à du nouveau public tous les jours, des centaines, voire des milliers de fois. Et ça depuis 2 ou 3 ans. Donc, c'est vraiment, si ça marche, c'est vraiment énorme. Il y a Pinterest aussi qui est pas mal là-dessus. Et Pinterest, c'est moins connu. L'idée, c'est que vous allez créer des images qui s'appellent des pins. Et chacun va pouvoir repartager, en gros, vos images dans des albums qu'ils ont créés eux. Et donc, plus votre image est partagée, plus il y a d'autres gens qui peuvent tomber dessus en visitant les profils d'autres gens, et plus elle va être potentiellement partagée. Et comme ça grossit de manière assez exponentielle. Donc Pinterest, c'est pas mal là-dessus. Juste, c'est dur de démarrer parce que au début, il n'y a personne qui vous connaît, personne partage vos images.
Mais une fois que vous êtes lancé, c'est vraiment pas mal du tout. L'avantage de Pinterest aussi, c'est que vous pouvez mettre des liens sur chaque pin, sur chaque image, qui amène vers un article de votre blog, vers une page précise ou ce que vous voulez. Vous pouvez le faire aussi via YouTube, mais sur Instagram ou autre, vous ne pouvez pas mettre de lien. Vous avez le droit généralement qu'à un seul lien qui est dans votre description tout en haut. Il y a Quora aussi. Je ne sais pas vraiment si je dois classer ça sur un réseau social ou autre, mais ils ont une bonne durée de vie de poste, dans le sens où si quelqu'un continue à... L'idée de Quora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que les internautes posent des questions et les internautes y répondent, et après, il y a un système de vote pour voter pour la meilleure réponse. Et les meilleures réponses sont mises en avant, les moins bonnes sont mises en arrière. Elles sont un peu passées aux oubliettes. Donc si vous répondez à des questions de manière constructive, il y a plein de questions sur vraiment tous les sujets, vous pouvez être mis en avant pendant longtemps et vous pouvez placer un lien. Il ne faut pas mettre trop de liens avec eux, sinon ils vous considèrent comme du spam et ils vont supprimer certaines de vos réponses, ce qui serait con. Mais un lien bien placé, c'est toujours pas mal. De mon côté, je l'utilise beaucoup sur Business Bacon et ça me permet de trouver tout le temps, régulièrement, des nouveaux abonnés à ma liste email. Je voudrais vous parler maintenant de ce que j'appelle l'effet boule de neige. L'idée, c'est que comme une boule de neige, vous la poussez au début en haut de la montagne, elle est toute petite, et petit à petit, en roulant, il y a de la neige qui vient se coller, et à la fin, elle arrive, elle est énorme. C'est la même chose qui peut se passer avec certains réseaux sociaux, notamment avec Pinterest. Donc, c'est ce que je disais que plus une image est enregistrée sur les albums d'autres personnes, plus d'autres personnes vont la voir, et plus ça va grossir, et ça fait cet effet boule de neige. C'est aussi des anciens posts qui peuvent être recommandés. C'est notamment le cas avec YouTube. YouTube, il y a plusieurs données qui sont importantes. Il y a le taux de clic, il y a le watch time. Donc le taux de clic, c'est le pourcentage de gens qui cliquent sur votre vidéo quand YouTube la présente sur la page d'accueil ou dans les vidéos à suivre. Et le watch time, c'est le temps en minutes le temps moyen qu'une personne reste sur votre vidéo. Donc ça, l'un comme l'autre, c'est des données que vous avez. Par contre, ce que vous n'avez pas avec YouTube, c'est le watch time total, qui est important aussi, mais il ne vous donne pas. C'est en gros l'idée que si une personne clique sur votre vidéo, regarde votre vidéo, est-ce qu'elle va en regarder plein d'autres? Est-ce qu'elle va les regarder d'affilée? Et ça, ce watch time total, il est possible que si vous avez pas mal de vidéos, parce que sinon, si vous n'en avez qu'une, les personnes ne peuvent pas enchaîner vos vidéos. Donc il y a cet effet boule de neige aussi sur YouTube où les gens peuvent binge-watcher, on dit. Ça fait référence au binge drinking où en fait on boit très vite, très fort pour être complètement bourré et tout ça. Et là du coup c'est l'idée de binge-watcher, donc c'est regarder d'un coup. Euh, et ça, cet effet boule de neige, il est possible que sur Pinterest et YouTube. Vous ne pouvez pas le faire sur Instagram par exemple où il y a quasiment personne, s'ils tombent sur votre feed, donc votre profil, ils vont scroller vite fait, regarder en gros de quoi ça a l'air, c'est joli ou non, mais ils vont pas passer des heures comme ils pourraient passer sur YouTube à regarder tout votre contenu. Il y a très peu de monde qui fait ça. Pareil sur Facebook. Ils s'abonnent et ils verront le futur contenu, mais vos anciens contenus, ils vont pas être réutilisés de la sorte. Autre point intéressant à avoir en tête pour choisir un réseau social, c'est chaque réseau social a son algorithme et certains algorithmes sont bons pour être recommandés, d'autres pour créer du lien avec votre audience et du coup chaque réseau social n'est pas utilisé au même moment de votre tunnel de vente. Je m'explique. Au niveau de la recommandation, ce que j'appelle la recommandation, c'est vous faire découvrir auprès d'une nouvelle audience. Là, il y a YouTube qui est excellent parce que leur algorithme de recommandation, du jour au lendemain, vous pouvez être une star et tout ça, c'est ce qui m'est arrivé, enfin une star. Ma deuxième vidéo a été fait plus de 100 000 vues et ça m'a propulsé pratiquement du jour au lendemain. Donc ça a été très très pratique. YouTube est très bon pour ça. TikTok aussi est vraiment très bon pour vous mettre en avant si jamais vous faites un bon TikTok, une bonne vidéo, c'est pas mal. LinkedIn aussi, ils ont un excellent algorithme de recommandation, même si la durée du post est très très basse sur LinkedIn, le temps que vous passez, ça prend moins de temps d'écrire un post LinkedIn que de faire une vidéo YouTube. Et ça peut valoir le coup d'étudier LinkedIn. Évidemment, il faut que votre audience y soit, donc ça, c'est du cas par cas. Mais LinkedIn est pas mal en recommandation. Il y en a d'autres qui sont très bons pour créer une relation avec votre audience. C'est notamment le cas de YouTube, encore une fois, qui est vraiment bon là-dessus. Parce que la personne, si vous vous filmez, elle vous voit bouger, elle vous entend, et la relation que vous créez
sur des vidéos longues en plus est beaucoup plus forte que ce que vous allez créer avec un article de blog ou avec un post LinkedIn. Là, quand quelqu'un regarde 30 minutes de vos vidéos YouTube, ça crée une relation plus forte en fait. Le podcast aussi est excellent pour créer une relation. Par contre, c'est complètement nul pour se faire recommander. Le podcast n'a pas d'algorithme de recommandation, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils vous trouvent manuellement. Il y a éventuellement, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, il peut y avoir des classements, par exemple les 5 meilleurs podcasts business, 5 meilleurs développement personnel et tout. Mais pour y arriver, franchement, il va falloir bosser parce que c'est généralement des classements internationaux. Donc la plupart du temps, le podcast, vous n'allez pas être découvert comme ça. Ceci dit, si vous voulez fidéliser une audience et vraiment créer une relation forte, c'est imbattable. Je dirais que c'est même mieux que YouTube dans le sens où YouTube, il faut faire très attention au rythme de votre vidéo, à couper les blancs et tout ça. Là où un podcast, les gens, ils vous mettent dans les oreilles quand ils font la vaisselle, quand ils sont dans les transports, enfin quand ils font autre chose. Et c'est pas grave si vous parlez un peu plus lentement, si vous avez des moments de bug où il y a 2-3 secondes où il n'y a rien et tout, là où il faut pas qu'il y ait ça sur YouTube. Donc c'est pas mal, ça permet de rester plus longtemps avec les personnes. Et par exemple, moi je vois la différence. Donc là, ce que je fais là, je considère ça comme un podcast qui est disponible sur notamment Spotify, Apple Podcast et autres. Et j'ai beaucoup plus d'écoute sur Spotify et Apple Podcast que sur YouTube parce que je ne suis pas du tout mis en avant sur YouTube, pas forcément sur les autres plateformes non plus, mais les gens, enfin mon audience en tout cas, m'écoute plus sur les autres plateformes que sur YouTube. Parce que la vidéo ajoute pas grand chose, vous voyez ma tête qui parle devant un micro. Voilà, c'est juste, je l'ai mise sur YouTube au cas où, en me disant qu'il y en a qui préféreraient peut-être, mais le gros des écoutes, ça se fait via les plateformes de podcast classiques. Et après, au niveau création de la relation, il y a les autres réseaux sociaux qui sont un peu au milieu. Ça va dépendre de chaque réseau social. Par exemple, sur Instagram, le système de story est pas mal pour créer une relation. Il n'est pas aussi bon qu'un podcast ou qu'un YouTube, mais c'est pas mal dans le sens où on peut voir un peu le quotidien. Encore une fois, ça dépend de ce que vous mettez dans vos stories. Mais on peut voir un peu le quotidien. Si vous faites des vidéos de vous en train de vous filmer, de raconter votre vie ou de je sais pas quoi, ça permet de mieux voir qui est la personne. Mais par contre, leur algorithme n'est pas incroyable pour se faire recommander non plus. Donc ils sont vraiment au milieu. Ils sont ni bons ni pas bons en recommandation et ni bons ni pas bons en création de l'audience. C'est moyen sur ce point-là. Ensuite, ce que vous devriez avoir en tête, c'est qu'il y a certains réseaux sociaux où il y a une barrière technique qui peut être plus ou moins importante. Le plus gros difficile, ça va être créer de la vidéo, et notamment YouTube si vous faites de la vidéo longue, où bah, ça prend du temps de créer une vidéo, ça peut faire peur de montrer son visage, vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel, c'est faux pour débuter, faites-le sans matériel. Mes premières vidéos, c'était fait avec la webcam de l'ordi comme ce que je fais là, et j'avais mon kit main libre, enfin mes écouteurs avec le petit micro qu'il y a dans les écouteurs, et je faisais avec ça. Maintenant, j'investis un peu dans un micro avec une meilleure qualité, mais mes premières vidéos qui ont décollé, qui ont fait plus de 100 000 vues, elles sont faites avec la caméra de l'ordinateur et un kit main libre. Et je me filmais en train de lire un PowerPoint. Enfin, c'était vraiment budget zéro. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir dans du budget au début. Enfin, dans du matériel au début, pardon. Ceci dit, même sans matériel, il faut faire du montage, il faut enregistrer différentes pistes, une piste son, une piste visuelle. Il faut réussir après à poster ça sur YouTube. Toutes les étapes sont légèrement plus compliquées que mettre une réponse sur Quora, par exemple. Vous avez juste à écrire du texte, à faire envoyer et c'est bon. Donc, selon votre appétence avec certains outils, ça peut déjà permettre de filtrer. Donc, le plus simple, c'est quand il n'y a que du texte à faire, ça va être Quora. Ça peut être éventuellement certains posts sur Facebook, où globalement la barrière technique n'est pas énorme. Ensuite, il peut y avoir des visuels à créer, c'est le niveau 2, on va dire, donc que ce soit sur Instagram, sur Pinterest ou d'autres plateformes qui sont visuelles. Et la vidéo est, selon moi, le plus dur à faire, avec YouTube en tête, TikTok qui est un peu complexe, enfin, c'est de la vidéo, elle est plus courte, donc c'est un investissement en temps qui est moindre, mais il faut quand même qu'il y ait du rythme et tout ça, donc faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts non plus. Le podcast, j'aurais pu le classer aussi dans les côtés globalement simples, on s'installe et on parle.
Après, le problème du podcast quand on démarre, c'est que si vous partez de zéro, c'est pas forcément stratégique parce qu'il faut avoir une audience déjà construite que vous allez pouvoir envoyer sur votre podcast. Parce que comme je vous disais, le podcast, sinon personne va vous découvrir. Et vu qu'il n'y a que du son, que maintenant les gens quand ils écoutent avec des écouteurs ou des choses comme ça, c'est souvent des écouteurs de bonne qualité, il faut que vous fassiez votre possible pour avoir un son de bonne qualité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ce micro, c'est dans le cadre du podcast. Et parce que bon là je suis dans un angle, chez moi mon bureau il est dans un angle et du coup ça résonne pas mal et il fallait investir un peu. Mais c'est pas forcément adapté aux débutants pour ce point-là. C'est-à-dire qu'il faut direct acheter un bon micro et il faut avoir une audience quand on démarre pour pouvoir les envoyer sur le podcast. Donc gardez ça en tête. Mais sinon, une fois qu'on a acheté ce matériel, la barrière technique est toute nulle. Enfin, c'est facile. On enregistre une piste son, on la poste sur certains outils et ça se met automatiquement partout. Donc ça, c'est facile. Ensuite, un autre point que vous devriez avoir en tête quand vous choisissez quel réseau social, enfin sur quel réseau social vous voulez aller, c'est de ce que vous sentez de faire. Par exemple, il y a la barrière technique dont j'ai parlé juste avant, mais il y a aussi le côté où les réseaux sociaux, enfin, chaque réseau social, les réseaux sociaux, ne vous dévoilent pas de la même façon. Euh, Mettre sa tête sur YouTube, ça peut faire peur, j'en suis bien conscient, euh, et du moins faire plus peur que se cacher derrière un peu un pseudo ou une marque sur Instagram et ne jamais se dévoiler. Donc, il y a ce point-là à avoir en tête de si vous n'êtes pas du tout confortable à montrer votre tête, ne le faites pas. Faites un autre format ou faites des vidéos YouTube où vous n'avez pas besoin de montrer votre tête, ça marche très bien aussi, mais ne vous forcez pas à faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Ça va se sentir et il faut que les gens ils s'amusent en vous écoutant, ils passent un bon moment, enfin en vous écoutant ou en vous regardant, enfin ça dépend de la plateforme. Mais il faut qu'ils passent un bon moment avec vous et si vous ne passez pas un bon moment en le faisant, ça va se sentir et vous allez flopper. Donc c'est pas ce que vous voulez. Ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne qui peuvent avoir une crainte éventuellement de se montrer sa tête sur YouTube, faut savoir, moi je suis partisan de montrer votre tête sur YouTube, privilégiez YouTube si vous vous en sentez au niveau des compétences techniques et tout ça, mais YouTube est vraiment le top pour créer une relation avec votre audience et avoir des chances qu'une vidéo explose et d'être mis en avant. Donc je recommande YouTube, c'est pour moi mon choix numéro un si vous vous sentez de le faire. Mais c'est normal d'être un peu stressé, de se dire qu'on va avoir l'air ridicule et que s'il y a une vidéo qui marche pas, tout le monde va se moquer de nous. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si la vidéo ne marche pas, les gens ne voient pas qu'elle n'a pas marché et du coup ils savent pas et il y a personne pour pour se moquer de vous vu que personne ne sait que vous avez fait une vidéo vu qu'elle n'a pas marché. Si elle a fait pas de vue, c'est que personne n'a vu la vidéo et que personne ne sait que vous avez fait une vidéo nulle. Donc c'est comme ça que j'essaie moi de me détendre de temps en temps quand je teste des sujets. Je me dis, au pire, personne la voit. Si jamais je vois que dans quelques jours, bah, ça marche toujours pas, je la supprime et on n'en parle plus et voilà, c'est pas grave. Après, je recommande pas de la supprimer. Enfin, à vous de voir. Le but quand on démarre, c'est bien d'avoir plusieurs vidéos. Donc si vous les supprimez toutes, c'est pas stratégique. Mais si jamais vous vous dites que finalement vous avez trop honte et je sais pas quoi, ça se supprime une vidéo, c'est pas grave. Donc gardez ça en tête que si vous faites un flop, personne va se moquer de vous vu que personne l'a vu. Donc ça, c'est plutôt cool. Je voulais encore une fois appuyer sur le fait que la relation que vous créez en fonction des réseaux sociaux n'est pas du tout la même. Encore une fois, YouTube et podcast en tête, la relation est hyper importante. Il y a plusieurs étapes donc dans le blogging ou dans n'importe quel business web. Finalement, il y a attirer du monde sur une liste email et vendre via cette liste email. Attirer du monde, ça se fait globalement assez facilement. Au bout d'un moment, vous verrez, que ce soit avec des articles de blog, avec du YouTube ou avec n'importe quel autre réseau social. Le problème, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de monde sur votre liste email parce que vous dites des choses intéressantes, mais si les gens ne vous font pas confiance, qu'ils ne vous connaissent pas, qu'ils se disent Paul, ok, aussi bien c'est un charlatan, il m'a pas vraiment démontré qu'il était fort dans son milieu et intéressant, ils vont jamais rien vous acheter, même s'ils sont abonnés à votre liste email. Et c'est pour ça que créer une relation forte, c'est intéressant, parce que ça vous permet de devenir, entre guillemets, pote avec les différentes personnes de votre audience. C'est-à-dire qu'ils vont vous connaître, ils vont vous apprécier, si possible, et ça aide à la vente, en fait. C'est hyper stratégique et un peu manipulation malsaine de dire ça, mais créer une relation forte avec son audience,
de manière complètement artificielle comme ça, juste en vous montrant, en vous laissant découvrir, en faisant des, pas des blagues, mais en montrant qui vous êtes aussi en tant que personne. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète ce lundi matin où j'enregistre ça. Euh, donc au moment, enfin, créer une relation aide vraiment beaucoup là-dessus. Ou alors ça peut être utile aussi si vous faites un lancement. Pas du tout. Si vous, qu'est-ce que je dis? Si vous avez une liste email et que vous vous rendez compte que ça vend mal ou que les gens sont pas vraiment investis, non, ils vous ouvrent pas tous tout le temps tous vos mails et tout ça, ça peut valoir le coup de vous mettre en avant via du YouTube, via du podcast, via une relation forte, pour petit à petit que les gens ils apprennent à vous connaître et que vous ne soyez pas juste la newsletter lambda qui reçoivent tel jour, vous soyez la newsletter de Paul, de vous. Et ça aide à créer du coup cette relation forte en fait. C'est important de l'avoir et c'est pour ça que je recommande toujours de mettre son nom, son prénom, de si possible de montrer sa tête. Enfin, il faut que les gens ils arrivent à voir qui vous êtes le plus nettement possible, à vous connaître et ça pourra que être bénéfique quand vous ferez des ventes. Ensuite, je voulais vous parler de la preuve sociale. Les réseaux sociaux, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils permettent de montrer ce qu'on appelle de la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est l'idée de montrer qu'il y a d'autres personnes qui aiment votre contenu et que du coup, ils méritent d'être suivis. C'est ce qui se passe par exemple quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas, qu'on est face à deux restaurants, un restaurant qui est plein, un restaurant qui est vide. On va préférer le restaurant qui est plein parce qu'on se dit que s'il y a du monde qui l'a choisi, c'est qu'il doit être meilleur. Il se passe la même chose avec n'importe quel réseau social. Si quelqu'un arrive sur votre compte et qu'il voit qu'il y a beaucoup d'abonnés, il va se dire ouh, lui il est intéressant. Si il arrive et qu'il y a zéro abonné, il va se dire oh, c'est pas trop ouf. Donc, les réseaux sociaux, quand votre compte fonctionne, au début, c'est normal qu'il n'y ait pas d'abonnés, mais c'est bien pour apporter de la preuve sociale. Ils sont tous bons là-dedans, c'est-à-dire que votre nombre d'abonnés, il est globalement mis en avant partout, sauf sur deux. Sur le podcast, c'est dur de se faire vraiment une idée de la preuve sociale. On peut, si on fouille un peu, voir le nombre de notes qu'il y a eu sur le podcast et se dire, ok, s'il y a eu tant de notes, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui l'ont écouté, donc c'est un bon signe. Mais globalement, on voit pas, par exemple, 5000 abonnés au podcast, ou je sais, ça se voit pas, c'est pas un chiffre, c'est pas une donnée publique, donc on le voit pas. Et Pinterest est aussi mauvais pour la preuve sociale, parce que Pinterest fonctionne beaucoup en cliquant d'image en image, et c'est pas vraiment consommé en visitant le profil d'une personne. Et donc, on va pas voir sur votre profil si vous êtes très suivi, s'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à vous. Donc ça, c'est le côté dommage de Pinterest. Sinon, tous les autres, encore une fois, ils sont vraiment top là-dessus et il n'y en a pas un qui se démarque par rapport aux autres. Donc ça, c'est bien. Et enfin, un point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il y a certains formats qui sont réutilisables. C'est le cas notamment des vidéos courtes. Donc vous avez le format, donc c'est les vidéos qui font moins de 1 minute et qui sont au format vertical. Vous pouvez les mettre sur YouTube, vous pouvez les donc en YouTube Short, vous pouvez les mettre sur Instagram, c'est l'Instagram réel, Reels, je ne sais pas du tout comment ça se dit, et en format TikTok. Il faut bien que ça fasse moins de 1 minute parce que YouTube ne les accepte que si ça fait moins de 1 minute. Sinon, les autres plateformes, vous pourriez faire plus long, mais si vous voulez réutiliser la même vidéo courte sur les trois plateformes, il faut que ça fasse moins de 1 minute. Pareil avec les images que vous pouvez mettre sur Facebook, vous pouvez les mettre sur Pinterest, vous pouvez les mettre sur Instagram. Donc, certains formats sont vraiment réutilisables. Et ce que je recommande, c'est que si vous vous dites par exemple que vous voulez faire du Pinterest, donc vous faites des images travaillées, un peu de typographie, des trucs comme ça, pourquoi tant qu'à faire ne pas aussi les reposter? Vous vous créez juste un compte Instagram, vous les postez sur Instagram, vous créez une page Facebook, vous les postez sur Facebook, et voilà, ça vous prend 10 minutes de plus, juste le temps de poster à ces deux endroits à chaque fois, mais potentiellement, vous vous laissez des chances de décoller ailleurs. Donc ça, c'est cool. Pareil, si vous vous dites que vous voulez faire du TikTok, et ben pourquoi ne pas poster vos TikTok aussi sur YouTube Short et sur Instagram Reels, réel, je sais toujours pas. Euh, on ne sait jamais. Peut-être que en fait votre audience, ça va beaucoup mieux matcher sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est dommage de laisser passer cette opportunité en fait. Que le format, il est réutilisable partout, donc autant en profiter. Et je me demande d'ailleurs si les vidéos courtes ne peuvent pas être mises maintenant sur Facebook.
mais je n'utilise pratiquement pas Facebook ou globalement les réseaux sociaux, donc je ne peux pas trop vous dire. Pour conclure, quel réseau social vous devriez choisir? Alors encore une fois, ça va dépendre de votre situation et de ce que vous vous sentez de faire. Moi, vous l'avez compris, je recommande YouTube parce que il a, il fait un peu tout selon moi. Donc, il est excellent pour être recommandé si votre vidéo marche. Il est très bon pour créer une relation avec votre audience. Ça, c'est plutôt cool aussi. Et le fait que YouTube appartient à Google, ça fait que vos vidéos YouTube apparaissent aussi dans certaines pages de résultats. Notamment, moi, par exemple, il y a certaines requêtes où j'apparais 2 fois. Une fois avec un article de blog, une fois avec une vidéo YouTube. Donc sur 10 résultats, il y en a 2 qui sont de moi. C'est quand même pas mal du tout. Vous pouvez aussi intégrer vos vidéos au sein de vos articles, ce qui est pas mal. Enfin, il y a pas mal d'autres exploitations de la vidéo YouTube. Parce que une fois qu'une personne aura regardé une de vos vidéos, les prochaines fois, YouTube va la mettre en avant, enfin, va mettre vos futures vidéos en avant auprès de cette personne. Donc si vous intégrez des vidéos dans vos articles, par exemple, quelqu'un qui lit un article de blog, il peut regarder une de vos vidéos au passage, si elle est intégrée et que c'est bien fait, et potentiellement, YouTube va recommander vos vidéos à cette personne par la suite. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec les autres réseaux sociaux. Donc YouTube est très bon là-dessus, et c'est pour ça, encore une fois, que je le recommande. Après, YouTube, je suis conscient que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, que ce soit au niveau de la pression que ça peut être de s'exposer sur YouTube ou au niveau de ce qu'on se sent techniquement capable de faire. Et à ce moment-là, si jamais vous êtes plutôt quelqu'un que vous voulez faire des images, vous aimez travailler les visuels, les trucs comme ça, faites des images pour Pinterest, mettez-vous à Pinterest qui est excellent pour vous faire recommander, enfin pour l'effet boule de neige que je vous disais, vous pourrez acquérir pas mal de visiteurs via Pinterest et réutiliser ces images que vous pouvez poster partout ailleurs où c'est possible. Donc Instagram, probablement Facebook, pourquoi pas LinkedIn aussi, enfin réutilisez vos trucs comme ça. Et si jamais vous ne vous sentez ni de faire de la vidéo ni du visuel, faites du texte et pour ça vous pouvez aller principalement sur Quora qui est pas mal, c'est Quora, ou alors Facebook ou LinkedIn selon où se trouve votre audience. Globalement, choisissez toujours un seul réseau social pour commencer. Ne vous dites pas que vous allez faire tout d'un coup, vous allez vous perdre. Il vaut mieux les faire petit à petit. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ok, à terme, dans un an, j'aimerais bien être sur ces 3 réseaux sociaux-là. Pourquoi pas, c'est largement faisable. Mais faites-les un par un. Ne démarrez pas tout d'un coup. Vous allez vous emmêler les pinceaux et il vaut mieux prendre le temps de maîtriser les codes de la plateforme avant d'y aller. Et si vous voulez maîtriser les codes de la plateforme, ça aide d'aller sur une plateforme que vous consommez à titre personnel. Parce que vous aurez ces codes, vous verrez, si vous regardez jamais de vidéos YouTube, vous allez avoir du mal à savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Si vous n'êtes jamais sur Instagram, pareil. Et allez là où vous vous sentez. Moi, du coup, de mon côté, pour faire un petit récap de là où je suis et là où je ne suis pas, sur Connect the Dots, j'ai choisi YouTube et Pinterest. J'avais une page Facebook que je n'ai pas mise à jour depuis, je pense, 3 ans. Et j'ai des groupes sur Facebook, des groupes de discussion Facebook, qui me permettent aussi de récupérer des abonnés comme ça. Après, j'y suis pas du tout investi. C'est des groupes où les gens discutent entre eux et je sais pas encore trop comment je vais pouvoir les utiliser d'un point de vue business, rapatrier les gens là-dessus, sur ma newsletter, tout ça. Mais au moins j'ai les groupes, il y a peut-être plusieurs milliers d'inscrits dessus, et je me dis qu'un jour ça me servira, mais je sais pas encore trop comment je vais le faire. J'avais un compte Instagram, mais Instagram m'a supprimé mon compte au bout de quelques mois, ou peut-être un an, je sais plus, sans raison, et impossible de le récupérer, donc là j'étais bien deg. Mais après, ça m'a pas vraiment gêné non plus. Sur le moment, ça m'a gêné, j'étais très triste, parce que j'avais bossé dessus, mais c'était pour moi une tannée de le faire, parce que Instagram, c'est un réseau social que j'ai pas de réseaux sociaux perso, je les utilise pas, j'y vais pas. Et Instagram, ça me plaît pas. Je prenais pas de plaisir à le faire, j'y allais un peu parce qu'il faut le faire. Et en fait, il faut pas du tout le faire. J'ai appris ça en cours de chemin, mais en cours de route, pardon. Mais voilà, j'avais un compte Instagram que je n'ai plus, je me porte beaucoup mieux sans. Donc en gros, ce que j'utilise et que je mets en avant via Connect the Dots, c'est YouTube que je réactualise. Pinterest, j'ai rien mis depuis au moins 2 ans,
mais ça continue de tourner avec cet effet boule de neige. Je dois avoir 50 ou 100 000 vues par mois, c'est un truc énorme grâce à Pinterest, donc c'est trop cool. Et après, pour Business Bacon, j'ai du coup ce podcast qui est également décliné sur YouTube, mais ça fait qu'il y a un compte YouTube au truc, mais je le considérerais pas comme de la vidéo YouTube vu que c'est pas travaillé pour. C'est plus un podcast que j'ai réutilisé, que j'ai aussi mis sur YouTube en me disant on sait jamais, mais c'est pas vraiment de la vidéo YouTube du coup. Et je crois que j'ai pas d'autres réseaux sociaux sur Business Bacon. Non. En tout cas, si j'en ai un, je le mets plus à jour parce que je l'ai oublié. Ah si, j'avais Cora à un moment. Enfin, je l'ai toujours, mais j'y vais plus. Mais ça m'a aidé pas mal à démarrer au début pour trouver mes premiers abonnés. Cora, c'était pas mal. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans le blogging, n'oubliez pas ma formation gratuite par email que vous trouverez soit en description, soit à l'adresse businessbacon.fr/web. Si vous avez aimé ce podcast, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous, mettez-moi 5 étoiles, ce que vous voulez. Ça me fait très plaisir et ça m'aide à me motiver. J'espère sincèrement que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.